Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à votre émission Grande Analyse. Grande Analyse, cette émission que vous propose la FM Télévision. Nous sommes au cœur de l'actualité. L'actualité reste dominée par le coup d'État raté le dimanche 19 mai à Kinshasa. C'est vrai que les langues se sont déliées, mais nous restons dans la version officielle de FRDC qui a parlé du coup d'État raté. C'est vrai que tout le monde est permis de réfléchir ou de spéculer en sa manière, mais nous nous fions à la version officielle du porte-parole du FRDC. Mais en dehors de ça, nous allons aussi parler de ce blocage que vit la République démocratique du Congo. Pas de bureau définitif de l'Assemblée nationale. C'est vrai que le secrétaire général de l'UDPS, en tant que membre du présidium, a dit que cette semaine, les tickets sera connu pour que les nouvelles dates soient données, afin que nous ayons les élections du bureau définitif. Mais en dehors de ça, nous allons petit à petit, à 6 mois sans gouvernement en République démocratique du Congo, les questions se posent, plusieurs personnes se disent qu'apparemment la République est prise en otage par 6 personnes. Qui sont ces 6 personnes? Ce sont les membres du présidium de l'Union sacrée, car chacun ne retrouvant pas ses intérêts et ne permet pas à la République d'évoluer. Ce sont ces 2 sujets que nous aurons à évoquer sur ce plateau. Sur ce plateau, à ma droite, monsieur Dani Chamala, qui est analyste politique indépendant. C'est avec lui, il fera aussi partie de mes co-débatteurs sur ce plateau. Monsieur Dani, bonjour. Bonjour, monsieur. Ça fait un bon moment qu'on ne s'est plus retrouvé sur ce plateau. Oui, nous sommes là. Donc, à chaque fois qu'il y a une invitation dans ce sens, on s'efforce toujours d'être là pour éclairer l'opinion publique. Voilà, merci beaucoup. À ma gauche, curieusement, il porte le même nom. C'est monsieur Pierre Chamala de l'UDPS, mais de la Fédération du Lualaba. On l'a eu à le recevoir déjà, je crois, une fois sur ce plateau. Monsieur Pierre, bonjour. Bonjour, monsieur Alain. Comment vous allez? Non, nous sommes bien portants. Voilà, merci. On commence cette émission avec le coup de temps manqué. Avant d'entrer dans la profondeur, monsieur Dani Chamala, que retenir de ce qu'a traversé la République démocratique du Congo, où a vécu la République le dimanche 19? Merci beaucoup, monsieur Alain, pour premièrement votre invitation. Deuxièmement, je profite de l'occasion pour saluer mon co-débatteur qui est avec nous sur ce plateau. Pour revenir à votre question, je dirais tout simplement que la République démocratique du Congo traverse des moments très difficiles. Et aujourd'hui, je crois que beaucoup de gens donnent raison à Augustin Kabouya, qui avait refusé de donner sa candidature au poste du premier vice-président de l'Assemblée nationale pour dire que le pouvoir connaîtra des moments difficiles. Alors, il faut qu'il y ait des personnes qui peuvent défendre ce pouvoir-là d'une manière ou d'une autre. Parce que lorsque vous êtes au perchoir, vous avez des mains liées, vous ne savez pas faire une déclaration, vous ne savez pas faire telle ou telle autre démarche lorsque vous êtes dans une logique de secret d'État, lorsque vous êtes dans une logique de protéger quoi que ce soit, ou soit vous devez avoir les autorisations pour sortir, ou soit pour faire une certaine déclaration. Alors, beaucoup de gens donnent aujourd'hui raison à Augustin Kabouya. Par rapport à ce qui s'est passé le dimanche, je crois qu'il y a beaucoup de gens qui prennent cette affaire à la légère. Effectivement, certains disent il y a ceux qui disent que c'est le jeu du pouvoir, il y a ceux qui disent que c'est du théâtre, il y a ceux qui disent que... Bon, moi personnellement, en tant que Congolais, défenseur des intérêts de la République démocratique du Congo, quelle est ma lecture par rapport à cette affaire? Ce que je vais demander d'abord au peuple congolais, c'est de ne pas minimiser la chose. Pourquoi? Parce que dans cette affaire, il y a eu mort d'homme. On ne peut pas tourner une pièce de théâtre et occasionner la mort d'homme. Donc, on ne peut pas se dire qu'on organise le théâtre et puis on va tuer les gens. Je vous rappelle, dans cette ville de Kinshasa, il y a eu cette affaire d'Éric Lengue. Vous vous rappellerez, à l'époque de Joseph Kabila, nous avons connu l'histoire d'Éric Lengue. Et ce monsieur Éric Lengue a fait son aventure et il a quitté la ville-province de Kinshasa en train de fuir vers la brousse. Jusqu'à là, on ne connaît pas sa suite. On ne nous a jamais dit qu'il a été arrêté, tué ou comment ou quoi que ce soit, mais seulement que les forces de sécurité étaient derrière lui pour le neutraliser.
Nous ne connaissons pas la suite jusqu'à ce jour. C'est avec l'arrivée du président Tshisekedi au pouvoir que nous avons vu un jour, là, lorsqu'on a perquisitionné la maison de John Numbi, qu'on nous a fait voir que non, il y a eu des corps dans le congélateur, et puis on a vu même des photos, des histoires comme ça, que nous avons su qu'Eric Lenga a été abattu. Alors, à cette époque-là, je crois qu'on avait toujours les services de sécurité. Mais vous savez qu'il a quitté la ville jusqu'à aller vers les brasseries, quelque chose comme ça. Ce qui s'est passé le dimanche, les gens doivent prendre ça au sérieux. Pourquoi? Parce que nous sommes agressés par le Rwanda à l'est de la République démocratique du Congo. Vous vous rappellerez aussi, en 1998, nous avons connu un problème ici avec le Rwandais. Oui. Ils sont venus saboter dans la ville-province de Kinshasa. Heureusement que nos compatriotes de la Tchangu étaient éveillés. C'est comme ça que nous avons pu maîtriser la situation. Et je suis en train de profiter de cette occasion pour féliciter nos services de sécurité. Nonobstant ce que les gens racontent sur les réseaux sociaux de gauche à droite. Non, voilà, les services de sécurité, comment ces gens-là sont arrivés comme ça. Une analyse personnelle. Oui, chacun fait son analyse, mais pour moi, je suis en train de féliciter nos services de sécurité. Vous savez que cette attaque est intervenue dans un quartier résidentiel. Et si nos services de sécurité n'étaient pas professionnels, on allait avoir de dégâts collatéraux incalculables jusqu'à ce jour. C'est comme ça que je suis en train de féliciter le service. Et je dis aussi à notre population que ne pensez pas que ce qui est arrivé est une surprise pour les services de sécurité. Non. Nos services de sécurité n'étaient pas surpris. Nos services de sécurité avaient la maîtrise de la situation. C'est comme ça que vous avez constaté que parmi les assaillants, aucun d'eux n'a échappé aux services de sécurité. Aucun d'eux n'a échappé. C'est-à-dire que la situation était sous contrôle. C'est ça ce que je peux dire pour le moment. Je crois qu'on va développer, avec le temps. Voilà, Monsieur Pierre, avant d'entrer dans la profondeur, coup d'État manqué. Que dire de ce qu'a vécu ou ce que nous avons connu le dimanche? Oui, je pense que ce dimanche, c'était terrible pour la République démocratique du Congo, notre pays. Nous nous sommes réveillés avec cette mauvaise nouvelle de ces coups d'État manqués. Comme l'a dit Maître, je commence par remercier nos services de sécurité qui ont joué un rôle important pour arriver à contenir cette triste nouvelle qui a affecté notre pays. Vous savez, depuis un certain temps, nous l'avions suivi avant les élections, même pendant les élections, qu'il y avait des menaces persistantes sur la stabilité de notre pays par nos ennemis. Eh bien, nous avons vu ça le dimanche, cela s'est concrétisé. Heureusement pour nous que cette tentative n'a pas abouti. Je crois que beaucoup de gens se posent des questions, comme nous l'avions, Maître venait de développer ici, que beaucoup minimisent l'ampleur de cette situation. Oui, mais ce qui est vrai, que les pays étaient sous une véritable menace le dimanche et que nous avons échappé au pire. Aujourd'hui, nous pouvons nous frotter les mains que grâce aux services de renseignement de notre pays, grâce aux services de défense, nous avons eu à mettre hors d'état de nuit ces inciviques qui ont tenté de mettre en mal la paix du peuple congolais. Ils ont tenté de mettre en mal la paix du peuple congolais, mais on réfléchit comme le commun des mortels. Un coup d'État, c'est vrai qu'ils ont fini leur projet au Palais de la Nation, mais que venait faire la résidence de Kamere dans ces coups d'État? Et dans cette zone, il y a aussi plusieurs autres autorités, mais la cible, c'était Kamere. Qu'est-ce que venait faire Kamere dans ces coups d'État manqués? Moi, je voudrais quand même m'atteler sur la communication officielle du gouvernement ou de forces armées. Et je crois qu'on a dit qu'au-delà de la résidence de M. Vital Kamere et aussi du palais de la Nation, ils ont tenté d'aller chez la Première ministre et aussi chez le vice-premier ministre et ministre de la Défense, Jean-Pierre Bemba. Donc, nous devons éviter ici de faire trop de fixations sur la personne de Kamere dans ce qui est arrivé. Ce
Ce qui est vrai, les enquêtes sont en cours. Nous saurons dans les heures qui suivent, dans les jours qui suivent, qu'est-ce qui s'est réellement passé. Pourquoi ils ont eu à passer par toutes ces personnalités, en commençant par la première ministre, le vice-premier ministre et ministre de Défense, Jean-Pierre Bemba, ainsi que Vital Kamerhe. Donc, ce sont des questions qui restent pendantes. Je crois que nos services s'attellent pour nous donner des informations davantage sur ce qui s'est passé. Mais ce qui est important ici, les symboles du pouvoir qui est le palais de la nation étaient visés et personne ne peut aujourd'hui mettre en doute cela pour ne pas dire qu'il y a eu tentative de coup d'État. Donc vous avez suivi à travers le monde toutes les grandes chancelleries, à travers le monde on y a condamné, chacun à sa manière. Mais ce qui est important, pour nous, les forces de défense et de sécurité de la République démocratique du Congo ont eu à mettre hors d'état de nuit ces inciviques. Mis hors état de nuit, ces inciviques, oui, ils ont été mis hors état de nuit. Mais à ce jour, vous ne pensez pas que des sanctions doivent suivre. Par où ils sont entrés? Ils sont entrés. Si réellement, c'est quelque chose qui venait de l'extérieur, donc ils sont venus munis d'armes. Ils sont entrés par où? Que nous disent les services de renseignement, l'ANR et la DEMIAP? Jusque-là, pas de prise de décision ou de position de la République par rapport à ces animateurs de ces institutions, de ces services étatiques, alors que à ce jour, on doit dire que c'est la sûreté de l'État qui a été touchée. Oui, effectivement, les décisions doivent être prises, mais nous devons éviter des jeux beaucoup plus avec émotion dans ces dossiers. Je crois que nous devons avoir confiance aux autorités de la République, en commençant par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, et tous les services y compris. Nous devons avoir confiance en eux. Je sais que dans les jours qui suivent, nous aurons des décisions importantes pour savoir plus qu'est-ce qui s'est passé. Bien sûr, il y a des responsabilités. Nous devons savoir comment ces gens ont-ils pénétré la République démocratique du Congo. C'est par quelle voie ils ont eu accès. C'est par l'aéroport d'Indil ou c'est par nos frontières ou c'est par la voie fluviale. Donc ces questions restent encore pendantes. Plaçons confiance à nos services de sécurité, à nos autorités qui travaillent déjà là-dessus pour nous donner d'éclaircissements pour que le peuple congolais que nous sommes, que nous sachions réellement comment ces gens ont eu à accéder au niveau du palais de la nation, comment ces gens ont eu à attaquer la résidence de M. Vital Kamerhe et que cela a pris combien de temps et pendant ce temps, qu'a fait nos services. Quel est le rôle des uns et des autres? Je crois que dans les jours qui suivent, ce sont des questions importantes auxquelles nous attendons impatiemment des réponses en tant que peuple congolais. Voilà. Monsieur Dani Chamala, apparemment, 2 membres du gouvernement se contredisent. Patrick Mouya a fait un communiqué n'évoquant pas le passage de ses assaillants chez Jean-Pierre Bemba et Madame la Première ministre. Mais Jean-Pierre Bemba communique en disant qu'ils sont passés par la Première ministre et chez lui avant d'arriver chez Vital Kamerhe. 2 membres du gouvernement qui communiquent différemment. Est-ce que c'est dans la cité, ça a aussi apporté un élément de doute, alors que tous 2 sont membres du gouvernement censés avoir la vraie information. Oui, merci beaucoup mon frère. Je crois que vous avez posé à mon co-débatteur une question: pourquoi la résidence de M. Vital Kamerhe? Les gens parlent des choses, peut-être qu'il y a une situation. Bon, je comprends bien parce que tout le monde n'est pas de la sécurité et tout le monde ne connaît pas la sécurité. Pourquoi la résidence de Vital Kamerhe? D'abord, les gens doivent comprendre c'est quoi les coups d'État. Et ils doivent aussi se poser la question: qui est Vital Kamerhe? Vous comprenez? Lorsqu'il y a un coup d'État, on cherche à maîtriser le président de la République, le membre du gouvernement et le chef du gouvernement. Vous comprenez? Oui. Et aussi, on s'intéresse aux autorités militaires qui ne sont pas avec eux dans le coup. Il faut les neutraliser. Vous comprenez un peu? Autre chose, lorsqu'on s'intéresse à la résidence de M. Vital Kamerhe,
La résidence de M. Vital Kamerhe n'est pas à 1 kilomètre du bureau du président de la République. Effectivement. Dans les domaines militaires, il y a ce qu'on appelle la diversion, soit la divagation. La diversion, c'est quoi? Je suis en train de viser le point B, mais j'attaque le point X pour savoir la réaction qui sortira du point B et me permettre d'atteindre notre cible. Vous comprenez? L'attaque effectuée à la résidence de M. Vital Kamerhe, si je peux aller sur cet angle de la diversion, c'est pour savoir la réaction qui viendra du palais de la nation. Est-ce qu'il y a un nombre important des éléments là-bas qui peuvent nous empêcher d'y pénétrer, ou bien il y a un couloir où nous pouvons accéder facilement? Vous comprenez? S'ils étaient partis chez M. Vital Kamerhe pour tenter à sa vie tout simplement et se limiter là, qu'est-ce qui a fait qu'ils ne puissent pas atteindre leur objectif et qu'ils puissent aller au niveau du palais de la nation? C'est parce que les militaires qui étaient chez M. Vital Kamerhe ont résisté et ils ont trouvé maintenant, bon ça va, comme nous n'avons pas pu tuer M. Vital Kamerhe, alors on va aller renverser maintenant le pouvoir. Non, ça c'est tout simplement une diversion. On commence, l'objectif c'est ce qu'ils ont déclaré tout haut. Parce que quand ils sont venus, ils étaient munis de drapeaux. Oui. Vous comprenez? Ils étaient munis de drapeaux et des armes. Donc le drapeau c'était pour tuer Vital Kamerhe et les couvrir des rideaux, des drapeaux du Zaïre, ou bien les drapeaux c'était pour soulever, faire voir aux gens que voilà aujourd'hui le pouvoir de Tshisekedi est tombé et que le pays n'est plus le Congo, le pays devient le Zaïre. C'est ça au fait de l'objectif. L'objectif, même si, pourquoi ils ont tué un monsieur qui avait sa voiture? Pourquoi ils l'ont tué? L'objectif c'est quoi? C'était pas de tuer ce monsieur-là. L'objectif c'était d'aller renverser le pouvoir. C'était ça leur objectif. Mais le véhicule, tuer quelqu'un, prendre le véhicule, ce sont des moyens par lesquels ils doivent atteindre leur objectif. Passer par chez M. Jean-Pierre Bemba, passer par chez le Premier ministre, vice-premier ministre Vital Kamerhe. Tout ça, ce sont des moyens par lesquels ils doivent arriver à atteindre leur objectif. Donc l'objectif, c'était de renverser le pouvoir. Oui. Mais le reste, ce sont seulement des moyens qu'ils sont en train d'utiliser. Et sachez que parmi ces gens, il y a des mercenaires patentés. Et ce ne sont pas des petits messieurs, ce sont des militaires bien formés. Je vous rajoute une question avant que nous puissions prendre M. Pierre. La résidence de Jean-Pierre Bemba, vice-premier ministre en charge de la défense, visité, parce que ça a été évoqué, il est vice-premier ministre en charge de la défense. Donc on sous-entend qu'il a quand même plusieurs militaires commis à sa sécurité. Mais pourquoi ça n'a pas tiré chez Jean-Pierre Bemba? Ça vient tirer seulement chez Vital Kamerhe. Là, je peux répondre carrément, vous devez savoir une chose. La résidence de Jean-Pierre Bemba n'est pas sécurisée par la police. La résidence de Jean-Pierre Bemba, en tant que vice-premier ministre de la Défense, est sécurisée par le militaire. Est-ce que vous comprenez un peu? La résistance de militaires est différente de la résistance de la police. Les policiers n'ont pas la même formation que les militaires qui sont chez Jean-Pierre Bemba. Vous avez vu lorsqu'il fallait maintenant mettre la main sur ces assaillants. Vous avez vu la technicité avec laquelle la garde républicaine a réagi. Contrairement à ce qui s'est passé auprès de la résidence de M. Vital Kamerhe, là où il y avait la police, ils ont reçu même à ravir la Jeep de la police qui était là dehors. Ils ont utilisé cette même Jeep pour fuir avec. Vous comprenez? Mais lorsqu'ils sont arrivés au palais de la Nation et que la garde républicaine a pris les choses en main, qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez vu qu'ils n'ont rien pris au niveau du bureau du président de la République, parce que là maintenant ce sont des expérimentés dans les domaines qui se sont maintenant exprimés. Vous comprenez? Donc au fait le passage de ce Vital Kamerhe, M. Jean-Pierre Bemba et autres, c'était pour tenter l'action, voir un peu l'ampleur que cela pouvait peut-être donner, et en plus aller atteindre leur objectif, parce que leur objectif ils ont exprimé, il parlait d'ailleurs le monsieur Christian, je crois, il parlait en anglais, tu sais qu'il dit tout ça, voilà, c'est ça au fait l'objectif, parce que s'ils étaient partis que pour tuer Vital Kamerhe et le couvrir des drapeaux du Zaïre, Vital Kamerhe n'est pas un Zaïrois, c'est un Congolais.
fallait amener les drapeaux du Congo, que non, voilà, nous avons abattu Vital Kamerhe, voilà, on découvre le drapeau du Congo. Mais quand ils ont amené le drapeau, et lorsqu'ils sont arrivés, vous avez vu qu'ils ont commencé à soulever leur drapeau là-bas. Ils ont fait descendre les drapeaux de la République du Congo pour faire monter les drapeaux du Zaïre. C'est ça, au fait, ce qu'on appelle coup d'État manqué. Parce qu'ils sont venus, ils se sont attaqués au symbole même de la République démocratique du Congo. C'est ça. Que les gens ne puissent pas négliger la situation, voir comme c'est la question. C'est comme ça qu'ici, je suis en train d'insister pour dire aux gens, parce que vous avez parlé ici des sanctions concernant les services de sécurité. J'ai dit ceci. Vous savez, les sanctions ne peuvent tomber que lorsque les services ont failli. Mais si les services ont fait correctement leur travail, que je suis en train de féliciter d'ailleurs, moi je ne peux pas appeler à ce que ces gens-là soient sanctionnés parce qu'ils ont fait correctement le travail. Mais si ces gens avaient opéré et qu'ils sont sortis sains et saufs, en ce moment-là les services ont failli. Mais si ces gens sont entrés sur le sol congolais et qu'ils ont été maîtrisés, personne d'entre eux n'a échappé, les services ont bien fait le travail. Et vous avez vu, je suis en train de chercher pour dire ceci, la promptitude avec laquelle la garde républicaine a réagi et la façon que ces éléments se sont infiltrés dans le palais de la nation prouve à suffisance que les services de sécurité avaient le contrôle de la situation. S'il n'y avait pas ce contrôle, quitter chez Vital Kamerhe pour arriver au niveau du bureau du président de la République, il y a les éléments de la sécurité qui sont placés là sur la route. Mais on ne vous a pas montré que lors de leur passage, il y a un élément de la garde républicaine qui a été abattu. Et je suis content du fait que dans les communiqués, on vous dit aucun élément de la garde républicaine n'a été touché. Donc c'est le professionnalisme, il faut applaudir ces éléments et voir aujourd'hui que nous avons une garde républicaine capable de sécuriser le président de la République, capable de sécuriser sa famille, ainsi que les institutions de la République démocratique du Congo. Monsieur Pierre, je reviens à vous. Une question. Deux membres du gouvernement se contredisent dans leur communication. Mouyaya qui parle seulement de la résidence de Kamerhe et le palais de la nation. Jean-Pierre Bemba vient évoquer sa résidence et c'est celle de Madame la Première ministre, Vital Kamerhe, et puis le palais de la nation. Cette façon de communiquer dans l'opinion a mal sonné. Une certaine opinion se dit que comment deux membres du gouvernement sur un seul fait, mais doivent communiquer différemment et donner deux versions différentes. Bon, moi je sais que la situation a été prise en charge par le FARDC. Hein, c'est le porte-parole de FARDC qui a communiqué. Il nous a promis de revenir encore plus tard. Nous sommes convaincus que le travail se poursuit et qu'il reviendra pour nous donner les détails. Lorsque la situation s'est déroulée le dimanche, effectivement, il y a eu beaucoup d'éléments qui n'ont pas été pris en compte par certains intervenants, ce qui ne peut pas être beaucoup plus pris comme une erreur de communication. Il y a eu ces passages-là, il fallait que l'armée fasse un travail de terrain et essaie de mettre en place tous les éléments afin de communiquer. Donc même l'armée, lorsqu'on nous a communiqué le premier jour, lorsqu'on a parlé de la tentative du coup d'État, vous allez comprendre qu'on n'avait pas donné beaucoup de détails. Donc le porte-parole de la FARDC s'est carrément limité sur la situation dans laquelle on s'est retrouvé. Les détails sur les différentes résidences visitées, eh bien ce sont les détails qui sont venus après, ce qui est tout à fait normal. Puisque la première des choses que les Congolais voulaient savoir, c'est qu'est-ce qui s'est passé au Palais de la Nation. Et pour cela, le porte-parole des FARDC, de l'armée, a précisé qu'il s'agissait d'une tentative de coup d'État raté. Alors, en ce qui concerne certains éléments qui sont venus intervenir dans les dossiers, eh bien, ça fait partie de l'enquête. Je pense qu'aujourd'hui, nous, Congolais, nous devons éviter à spéculer trop, à imaginer des choses qui ne sont pas vraies. Le plus important, est-ce que le pays était victime d'une tentative de coup d'État raté? Oui. Les éléments d'enquête vont encore approfondir, vont encore enrichir beaucoup de choses et nous attendons ça impatiemment. Vous avez vu l'élément tourné hier par votre confrère de la présidence, que pendant qu'il tournait l'élément, il y a eu un autre militaire parmi les mercenaires, hein, un autre mercenaire qu'on a ramassé qui s'était déguisé
en fou. C'est pour vous dire qu'au fur et à mesure que nous évoluons, il y a des éléments nouveaux qui vont entrer en jeu. Et c'est tout à fait normal. Donc il n'y a pas de contradiction entre le vice-premier ministre, ministre de la Défense, Jean-Pierre Mbemba, et les porte-parole du gouvernement qui est Patrick Mouyaye. Il n'y a pas de contradiction, seulement que les deux se complètent par rapport aux éléments qui tombent à chaque minute à leur possession. Que dites-vous de la position ou de la déclaration de Bintou Keïta qui parle plutôt d'une attaque armée contre la résidence de Vital Kamerhe et du Palais de la Nation et non d'un coup d'État? C'est ce que je dis. Je crois que lorsque cette situation s'est passée, il y a chacun y a fait des déclarations à son niveau. Mais la déclaration qui est officielle est venue du porte-parole de nos forces armées et de défense et de sécurité. Mais Bintou Keïta, c'est quand même le représentant écoutez, de la MONUSCO. C'est au gouvernement de la République démocratique du Congo de communiquer sur ce qui est arrivé. Et cela a été fait par le canal du porte-parole des forces armées de la République démocratique du Congo qui a clairement dit, sur base des éléments à sa possession, qu'il s'agissait d'un coup d'État manqué. Je crois que les autres déclarations font partie de ce qui n'était pas prévu. Le porte-parole, en fait, la dame de Bintou Keïta de la MONUSCO a fait une déclaration sur base des éléments qu'elle avait à sa possession. La situation a évolué et je crois qu'aujourd'hui, vous avez suivi plusieurs ambassades, plusieurs pays à travers le monde ont y à condamner cette tentative de coup d'État, tout ça passant par l'Union africaine, l'Union européenne, les États-Unis et consorts. Donc, à ce stade où nous sommes, et la situation est claire, notre pays, la République démocratique du Congo, était victime d'une tentative de coup d'État qui a été déjoué par nos services de sécurité et de défense. En une minute, dans ce groupe des assaillants, on retrouve quand même autre nationalité. Cela vient affirmer les complots dont est victime la République démocratique du Congo, ou une façon seulement pour eux de chercher à renverser le pouvoir, parce que dans ce groupe, bien qu'il soit américain, mais il y a le fils de Christian, le petit métissé là de 22 ans. C'est vrai qu'il porte la nationalité américaine, il y a eu d'autres mercenaires qu'on a vus canadiens. Est-ce que cela vient seulement affirmer les complots dont est victime la République démocratique du Congo? Mais vous savez, notre pays est victime depuis longtemps de la part de certaines puissances étrangères. Nous l'avons vu et vous voyez ce qui se passe à l'Est, la création dont nous sommes victimes à l'Est est facteur de plusieurs intervenants au niveau international qui appuient notre agresseur qui est le Rwanda afin de faire ces bêtises sur notre sol. Nous l'avons aussi constaté lors de cette attaque, de ce coup d'État manqué, qu'il y avait plusieurs nationalités. On vous parle de plusieurs nationalités, si je mettais les noms, mais je sais qu'il y a eu plusieurs nationalités. Vous avez suivi l'ambassadrice américaine et reconnaître et demander de coopérer avec le gouvernement congolais pour établir la lumière. Ça dit que nous sommes victimes de la part de ces puissances étrangères, de ces occidentaux, qui ont voulu par ce canal, puisque nous devons aussi préciser que est-ce que réellement les groupes, puisque les forces armées de la République parlent de deux groupes, est-ce que les groupes que nous avons vus, c'est les seuls où il y avait, comme l'a dit Maître ici, qu'il y avait une forme de diversion et que notre groupe se cacherait quelque part? Je pense que ce sont des questions que nous nous posons, des questions qu'elles les services pourront dans les jours à venir nous donner des réponses. Donc les étrangers, oui, il y en a eu, avec objectif de renverser et imposer leur volonté. Et je crois que depuis l'avènement de Félix Antoine Tshisekedi à la tête de ces pays s'est fait aujourd'hui respecter. Et cela crée beaucoup de problèmes au niveau international. Et la preuve est là, vous avez vu les dimanches qu'il y avait beaucoup plus d'étrangers que des Congolais. Voilà. C'est la dernière question pour cette thématique. On le prend en 2 minutes. Le matin, on se réveille avec cette psychose, mais les après-midi jusqu'au soir, on se retrouve au stade pour un concert, alors que un pays qui manque un coup d'État a une façon d'agir. On n'a même pas senti cet état d'urgence par rapport à ces coups d'État manqués.
Et c'est parmi aussi de faits qui vient encore renforcer les doutes dans le tête des Congolais. Que pouvez-vous dire, M. Daniel Chamal? Merci beaucoup, M. Alain. Je vais rapidement brosser la question sur les déclarations faites par Mme Bintou Keïta. Je vous dirai tout simplement que lors de cette opération, nous n'avons pas vu un seul élément de la MONUSCO intervenir pour calmer la situation. Donc ce sont nos propres fils du pays qui se sont battus pour défendre leur territoire et défendre leur pouvoir. Aujourd'hui, la MONUSCO, les éléments qui sont à leur possession, ils ne sont pas entrés en contact avec les assaillants. Mais l'armée qui communique, sont eux qui sont entrés en contact avec les assaillants. Et les assaillants, jusqu'à présent, sont à leur disposition. C'est-à-dire qu'ils échangent avec eux, ils vous disent quelle intention de ces gens-là quelle intention avaient ces gens pour renverser le pouvoir. Donc, ce qui vient de notre armée, c'est ce qui fait foi. Et vous avez suivi aussi les ambassades partout dans le monde en train de parler d'un coup d'État manqué. Donc, on ne va pas aujourd'hui nous parler que de l'attaque. Quand il y a coup d'État, donc il y a aussi des attaques. L'attaque fait partie de mode de l'opération dans le coup d'État. On peut faire un coup d'État sans pour autant attaquer des résidences, mais on vient tout simplement, on immortalise ou on immobilise la personne concernée. Mais il y a d'autres coups d'État, il faut d'abord commencer par intimider des militaires qui sont là-bas s'ils ne sont pas de mèche avec vous. Donc c'est pour vous dire qu'il y a eu bel et bien tentative de coup d'État. La question concernant la nationalité de certaines personnes qui étaient dans le groupe, vous avez vu, et vous suivrez, nous avons même des vidéos, vous avez vu que ce monsieur a été béni au Vatican. Il a été béni au Vatican pour être président d'un pays ici en Afrique. Au Vatican, bien, je vous dis, je précise mes mots, au Vatican. Et ce que je suis en train de dire, c'est un monseigneur qui répond aux questions d'un journaliste. Pourquoi vous êtes avec ce monsieur en train de célébrer la messe et de faire ceci? Il dit que nous sommes en train de le bénir parce qu'il appelle même président Christian. Un monseigneur au Vatican, c'est une messe qui s'était tenue au Vatican. Quand il faut parler aujourd'hui des complots pour dire c'est parce que j'ai suivi. Vous voyez, quand vous me dites que moi je suis trop direct envers Cholet et tout ça, moi j'ai suivi Cholet en train de démentir la situation, mais ce n'est pas le problème de démentir, mais vous devez d'abord reconnaître que vous étiez avec le monsieur et que le monsieur marchait avec vous. C'est ça aussi le problème. Le reste, ce sont des enquêtes qui vont déterminer si votre rapport était... Revenons parce qu'on risque d'épouser le temps. Coup d'État manqué, mais le soir, les après-midi, tout le monde se mobilisait au stade. Le soir, tout le monde mobilisé au stade. C'est là en fait, avec Yamoumou. C'est là que je suis en train aussi de féliciter de plus encore nos services de sécurité. C'est-à-dire que aussitôt que l'action a été posée, ils se sont mobilisés, ils ont maîtrisé la situation. Et ils ont refusé de créer la psychose au sein de la population. Ils ont refusé de créer la psychose. C'est ce qui démontre, comme je vous l'ai dit ici tout à l'heure, que les services de sécurité avaient la situation entre leurs mains. Ils n'étaient pas surpris. Ils savaient qu'il y a une situation qui va se produire et nous allons maîtriser. Et c'est comme ça qu'ils ont laissé la population vaquer à leurs activités. Nous ne sommes pas les premiers. Vous savez qu'aux États-Unis, lors des élections de Donald Trump et Joe Biden, on avait envahi la maison présidentielle aux États-Unis. Est-ce qu'on avait empêché aux Américains de vaquer à leurs activités? Il y a eu des concerts aux États-Unis, il y a eu des fêtes de gauche à droite. Donc nous ne pouvons pas faire autrement si ce n'est que laisser l'État congolais vaquer librement à ses activités. Monsieur Pierre, oui. Psychose le matin, tout le monde s'est posé des questions, mais le soir, c'est vrai, un concert chrétien, il fallait louer Dieu, mais on se rassemble au stade de Martyrs. Nous avons vu le ministre de l'Intérieur qui est venu, pour lui, il a dit qu'il est venu s'enquérir de la situation, mais du moins, la ville était, on dirait que la ville était sous attaque, parce que le tentative de coup d'État, tout le monde doit se poser des questions. Il y a eu annulation par Ngobila, le ministre de l'Intérieur dit que le concert aura bel et bien lieu. En fin de compte, l'artiste nous fait une vidéo pour nous dire qu'il a parlé avec les autorités de la République et le concert aura bel et bien lieu. Est-ce qu'on devait assister à toutes ces tournées, voir l'annulation par Ngobila, le ministre de l'Intérieur
accepté, certains sont allés plus loin. Peter Kazadiandimi, conseiller Beta, je l'ai dit à Lingala, pour Moïse Mbi, Azamuluba, Ndekona Bango, Barotier la sécurité, pour, et ça, le coup, Baluba. Ça s'est dit. Est-ce qu'on devait rester dans cette logique d'assister à ces concerts alors qu'on a manqué à un coup d'État le matin? Oui, vous savez, je vais évoquer ici deux éléments. Le premier élément, c'est le professionnalisme de forces de sécurité, donc surtout la maîtrise. Lorsqu'ils ont circonscrit la zone, ils ont eu la maîtrise des points chauds où les assaillants pouvaient, dans les cas où ils pouvaient continuer avec leurs aventures, attaquer. Ils ont évalué la situation et ils ont donné un feu vert pour que ce concert ait lieu. Et vous savez, l'objectif n'était pas seulement ce qui s'est passé le matin, mais il fallait aussi créer la psychose à travers les pays. De ce côté-là, les gouvernements, ensemble avec tous les services de sécurité, ont joué un rôle important. Imaginez-vous les scénarios avec une capitale de plus de 12 millions d'habitants, où on pouvait demander à tout le monde de rester chez soi, paralyser les activités. Ça pouvait encore davantage accentuer la pression. La situation. Ah, oui, c'est ça, c'est pourquoi nous avons vu les services ces jours-là en train de patrouiller partout et demander aux gens d'évacuer librement leurs occupations. Donc ça a été intelligemment joué de la part de nos autorités. Il faudra une fois de plus féliciter ces autorités. Je sais que ceux qui continuent à tergiverser autour de cette question, c'est des gens qui attendaient voir les pays être paralysés. Vous savez que le prophète des malheurs dans ces pays ne date pas d'aujourd'hui. À la veille de la publication des résultats, même pendant la campagne. Je peux aller très loin avant la campagne. Maître vient de l'évoquer, si nous avons vu un homme dédié, soit-il, dire que le terrain est balisé pour qu'encouragés viennent prendre le pouvoir. Aujourd'hui, la suite des événements, avec tout ce qu'on voit à travers les réseaux, pousse certains observateurs à se poser un certain nombre de questions. Mais est-ce qu'il fallait laisser que ce concert se joue? Oui, mais ce concert se jouer, c'est pour éviter de créer la psychose à travers puisque la capitale, une fois que la capitale était dans la psychose, on ne peut pas, personne ne peut aujourd'hui nous décrire ce qui pouvait être l'ambiance à l'intérieur de notre pays, donc dans les provinces. N'oubliez pas que notre pays fait face à une agression à l'Est. Et cette question arrive au moment où les forces de défense de notre pays, les FARDC, se comportent très bien à l'Est. Vous l'avez suivi que plusieurs villages du jour au jour sont récupérés et l'autorité de l'État est rétablie. Et on veut créer une psychose. Je crois que sur ces jeux, nos forces de sécurité, nos autorités ont joué une bonne carte. En tout cas, il faudra une fois de plus les féliciter. Voilà, merci beaucoup. Mais vous allez garder la parole. On va évoquer le deuxième sujet en 2 minutes ou 3 minutes chacun. Le blocage. Pas de bureau définitif de l'Assemblée nationale, pas de gouvernement. La population se plaint. Certains disent que 6 individus prennent la République en otage pour leurs propres intérêts. Jean-Pierre Bemba qui dit, si ce n'est pas sa sœur, pas quelqu'un d'autre. Là, je m'en vais saluer le courage de M. Bahati, qui a quand même retiré la candidature de son fils. C'est vrai qu'il l'a fait avec la mort dans l'âme, mais au nom de la République, il l'a quand même fait. Pourquoi certains tenants de l'Union sacrée ne veulent pas se surpasser? Parce que la République ne doit pas s'arrêter, parce que si personne ne se met pas d'accord, pas de bureau définitif de l'Assemblée, pas de gouvernement à l'heure actuelle, et ça complique. Ces mêmes membres du Présidium vont aussi dans des contentieux avec leurs candidats dans les élections sénatoriales, vous allez dans les élections de gouverneurs. Est-ce que la République doit être conduite seulement par ces 6 membres? Parce que c'est un blocage à cause de leurs intérêts. Oui. Vous avez 3 minutes. Oui, M. Alain, c'est vraiment regrettable. C'est regrettable puisque nous avons besoin de la mise en place de toutes les institutions. Je crois dans une émission avec vous, je l'ai dit ici, que juste après les primaires au niveau de l'Union sacrée, nous avons cru que les jours qui devraient suivre, on devrait déjà avoir le bureau définitif. Malheureusement, nous avons maintenant presque un mois depuis que les primaires ont eu lieu.
Les primaires ont eu lieu et nous constatons avec regret le népotisme qui malheureusement règne au sein de ce présidium de l'Union sacrée, où X prend son neveu, Y prend son petit frère, Z prend sa soeur, et c'est regrettable. C'est regrettable, nous ne pouvons pas tolérer cela. L'UDPS est venu au pouvoir avec un seul objectif, installer l'état des droits. L'état des droits passe par aussi la moralisation des institutions. On ne peut pas aujourd'hui être dans un parti politique. Lorsque vous avez une manifestation, vous faites appel à la masse qui vient vers vous. Mais lorsqu'il s'agit des postes, vous faites recours à votre frère, à votre fils, à votre etc. Vous avez évoqué le cas de M. Bat qui a retiré son fils. Mais nous l'avons dit ici, c'était sous pression. Nous avons organisé. Bien que ça soit sous pression, il n'y a pas eu un cadeau pour lui féliciter, puisque nous avons dénoncé cela et nous continuons. Lui, il a accepté quand même. Nous continuons à dénoncer cela. Nous continuons à dénoncer cela, que ça soit, quels que soient les partis qui vont l'appliquer, ça ne peut pas passer. Que ce soit mon propre parti, heureusement que mon parti UDPS, le secrétaire général Augustin Kabouya n'a pas fait. Il a désisté. Il avait désisté. Non seulement qu'il a désisté, mais nous avons un candidat qui n'a rien à voir avec la famille biologique. La famille biologique du secrétaire général Augustin Kabouya. Mais les restes de membres du présidium doivent aussi suivre cet exemple. Savoir que ce pays a besoin de vivre en paix et a besoin de vivre dans la cohésion totale. Vous savez, aujourd'hui... Chutez par là. Oui, je vais chuter. Ce qui m'étonne, moi, ces blocages que je constate, ce qui est important, ces blocages, quand vous voyez les présidiums, les membres du présidium se rencontrer, c'est des accolades. Vous avez l'impression qu'ils sont vraiment en harmonie, que tout se passe bien. Mais visiblement, sur le terrain, les choses bloquent. Vous avez vu le remarque, le chef de l'État est revenu dernièrement sur ce présidium lorsqu'il a évoqué les tickets. Il a constaté qu'il n'y a pas de représentativité au sein de ces tickets. Il n'y a pas la femme n'est pas représentée. Et lorsqu'ils ont mis en place ces tickets, ils n'ont pas tenu compte de ça. Alors, le chef de l'État a donné un certain nombre de directives. Je pense, ce que je vois circuler depuis cet après-midi dans les réseaux, que le secrétaire général Augustin Kabouya aurait déposé le rapport final des derniers développements de la situation au sein de l'Union sacrée. Donc nous n'avons pas, un couple d'individus ne peut pas bloquer les fonctionnements de la République. Là, nous dénonçons et je crois bien que les choses vont, comme nous l'avons lu, seront peut-être desserrées, que dans les jours à venir, nous aurons un bureau définitif. Voilà, merci beaucoup, M. Dani Chamala. Il y a le président de la République qui a parlé à tous les membres de l'Union sacrée, et le présidium et les députés nationaux qui constituent la majorité au sein de la Chambre basse du Parlement. Après, le week-end dernier, il y a eu le présidium qui a reçu, qui a pris langue avec les représentants des regroupements politiques membres de l'Union sacrée. Mais jusqu'à ce jour, ça bloque. C'est vrai qu'il y a... On essaye de voir une fumée blanche avec les rapports finaux de M. Augustin Kabouya, mais la grande question reste celle de savoir est-ce que 6 personnes peuvent bloquer les fonctionnements de la République? Monsieur Alain, merci beaucoup pour cette question. Mais je vais vous dire d'entrée de jeu que la constitution de la République démocratique du Congo doit être révisée. nous devons avoir une émission spéciale avec vous sur la révision. La constitution de la République démocratique du Congo doit être révisée. Vous avez voulu la démocratie, vous devez assumer les conséquences de la démocratie. Qu'est-ce qui bloque aujourd'hui? C'est la majorité qui bloque. C'est ça le principe démocratique. Vous avez 30 quelques députés de l'opposition qui sont en train maintenant de subir le caprice de la majorité. Donc, nous pouvons vivre tel que nous vivons là pendant 1 année, 2 ans, et la majorité bloque. Mais, si la Constitution avait tranché la question, on ne pouvait pas atteindre 5-6 mois. Si la Constitution avait tranché la question pour dire qu'une fois que le président de la République prête son serment, dans le 72 heures, il désigne le Premier ministre. Et le Premier ministre n'a que 7 jours pour présenter
la liste de ministrables auprès du président de la République pour que ces derniers soient investis par l'Assemblée nationale. Donc, on ne pouvait pas arriver là où nous sommes aujourd'hui. Mais donc, comme la Constitution fait cadeau à la majorité... est impérative. Oui, la révision constitutionnelle s'impose. Et nous ne pouvons pas échapper à ça. Comme aujourd'hui, cette question n'est pas résolue par la Constitution, nous pouvons faire 2 ans. Et c'est la majorité qui décide. Qui peut parler au niveau de l'Assemblée nationale aujourd'hui? Parce que la majorité des députés sont dans l'union sacrée. Vous voyez le problème? C'est là où il y a maintenant la question. Mais revenons un peu à tout ce qui peut être dit par rapport à ce blocage et tout ça. Il y a ceux qui amènent, d'après ce qu'on dit, parce que moi je n'ai pas vérifié, il y a ceux qui amènent leurs cousins, ceux qui amènent leurs soeurs, ceux qui amènent leurs enfants, effectivement, et ça. Tout ça. Et ceux qui étaient là, qui cherchent à demeurer toujours là. Donc, pour dire que la République démocratique du Congo les appartient. C'est ainsi que j'ai dit que le Congo n'appartient pas aux partis politiques. Le Congo appartient aux Congolais. Sur 120 millions d'habitants, les partis politiques ne peuvent avoir qu'1 million d'habitants, 1 million de membres ou 2 millions. Mais le reste ne sont pas dans des partis politiques. Les restes ne sont pas dans des partis politiques. J'appelle la révision constitutionnelle de tout le vœu possible pour que nous puissions mettre fin à la dictature de partis politiques. C'est une dictature des partis politiques qui, au fait, veulent que ceux qui doivent être au bureau de l'Assemblée puissent venir de leur parti politique et ceux qui veulent être dans le gouvernement puissent venir de leur parti politique pour gérer 120 millions d'habitants qui ne sont pas vos membres des partis politiques. Vous comprenez un peu ça? Donc nous devons voir la situation à partir de notre constitution pour permettre à ce que la réflexion sur la gestion de la République démocratique du Congo soit faite par tous les Congolais et non par les partis politiques. Parce qu'aujourd'hui, ce que nous sommes en train de subir, quand quelqu'un amène son fils, celui-là amène sa femme, tel amène son frère, et celui-là dit, moi j'étais là, je dois demeurer là-bas. Vous voyez que cette histoire-là, il n'y a même pas de la morale dans tout ça. Mais nous devons moraliser la vie politique de la République démocratique du Congo. C'est appeler le peuple congolais à réviser cette constitution pour que les réflexions majeures soient menées et que la constitution soit rédigée par les Congolais, pour les Congolais et au Congo et pour l'intérêt des Congolais. Voilà, merci beaucoup. La révision constitutionnelle s'impose selon M. Dani Chamala, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de failles dans cette constitution, mais il faudra que ça s'efface de la bonne manière parce que trop de spéculations autour de cette révision constitutionnelle, mais à ce jour, c'est nous qui souffrons parce que eux sont en fonction, en train de gérer les affaires courantes, ils vivent avec les frais de l'État, c'est-à-dire nous, contribuables, contribuons pour le fonctionnement de la République et eux vivent de nos petits moyens qui viennent de nos poches. Donc ça fait quand même mal. Il est temps que tout le monde prenne conscience sur ce que veut la République démocratique du Congo. Nous voulons tous le changement, nous voulons tous évoluer, mais avec nos politiciens, je leur appelle politiciens égoïstes, comme on le dit à Lingala, Ntimangolo, ils veulent alors que la République nous appartient tous. Merci beaucoup à l'équipe technique qui nous a accompagnés. Il y a Enoch Mafouka à la prise de vue, et Torres Atibou, il y a Galor Mouya à la régie finale et Don Benjamin Makolo. On se retrouve prochainement avec d'autres invités pour une autre thématique. Au revoir.